commencer cette séquence sur les états généraux de la profession des paysagistes concepteurs. Un peu dans le désordre, je vous l'accorde, parce que nous attendons les représentantes de notre ministère, du Bureau du paysage, du ministère de l'écologie, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il faut dire que c'est dur à suivre l'évolution du nom du ministère de l'écologie. En tout cas, nous attendons Juliette Fèvre, qui est la patronne du Bureau du paysage, et Karine Mangin, qui est chargée de mission auprès de ce Bureau des paysages. Elles nous ont envoyé un petit texto à l'instant en nous disant « j'arrive », mais elles n'ont pas précisé quand exactement. Donc, voilà. Hein. Donc, moi, je vais faire une petite intro. Pour animer cette table ronde, nous serons 5. Donc, Juliette Fèvre et Karine Mangin. Ariane Delilez, notre déléguée générale, qui rentrera un peu dans le corps du sujet avec des chiffres, des détails de l'enquête que nous avons conduite, et Michel Pénat, une sorte de grand témoin qui nous parlera d'avenir, de prospective, etc. Voilà. Et s'en suivra une discussion avec vous, et on sera évidemment là pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Donc bonjour à tous. Alors, pourquoi les états généraux de la profession des paysagistes concepteurs ? Ça permet d'expliquer pourquoi paysagistes concepteurs, parce que peut-être, vous le savez tous, j'imagine, que depuis 2016, et depuis précisément le vote de la loi sur la nature, sur la biodiversité, la nature et le paysage, et surtout depuis la publication des décrets d'application en 2017, notre profession de paysagiste est devenue une profession réglementée, sans réserve d'activité, avec un titre qui est celui de paysagiste concepteur. Alors, c'est une quête de longue haleine entreprise par la Fédération française du paysage, on l'estime à peu près à 30 ans, une sorte de flambeau ou de valet de pique qu'on se refilait de présidence à présidence. Michel, qui était juste avant moi, a porté ce flambeau également. Et finalement, on a réussi à concrétiser tout ça dans la loi biodiversité. Avec, je dois le reconnaître, un fort soutien des pouvoirs publics et plus particulièrement du ministère de l'écologie, mais aussi de la DGALN, qui, partant du principe qu'il manquait d'ingénierie territoriale au service du développement du territoire suite au repli des DDE, s'était dit qu'il fallait faire émerger d'autres professions, les rendre plus lisibles, les faire mieux connaître. Et 2 professions étaient visées par cette initiative, celle des urbanistes et celle des paysagistes. Et nous avions un peu anticipé la chose en nous organisant. Alors voilà le bureau du paysage. Donc venez, on vous attendait. Je viens de commencer. Voilà. Alors, donc pour être très discret, c'est Juliette Fèvre. Voilà. Et puis, la compagne Karine. Venez avec nous. Voilà. On va se... Voilà. Et donc, on s'y était donc un peu préparé, et donc aux différentes questions qui nous ont été posées, on avait une lisibilité qui nous a permis de mieux faire comprendre notre profession, son utilité, et on est allé au bout de cette démarche avec le succès qu'on a connu. Donc du coup, s'est posé la question de dire mais quelles sont les conséquences de cette reconnaissance et finalement de ce statut d'utilité générale que prenait notre profession. Que veut dire utilité générale ? Du coup, comment doit évoluer notre profession ? Où se situe-t-elle dans les organismes publics, parapublics, etc. Quelles sont les évolutions ? Quel est l'avenir ? Et comment mieux comprendre un peu toutes ces évolutions ? Comment nous y préparer ? Venez, vous devez venir à côté de moi normalement. Voilà. Alors, on n'a pas été les seuls à se poser cette question parce que le Bureau des paysages s'est posé la même et a fait une enquête auprès des organismes publics et parapublics pour savoir quelles étaient les différentes missions de paysage qui existaient à l'heure actuelle et quelles étaient les personnes qui s'en occupaient. Donc, elles vont nous parler du résultat de cette enquête. Et nous, de notre côté, au sein de la FFP, nous avons lancé une enquête dans toutes les régions où nous sommes représentés, c'est à peu près partout en France. Et Ariane va vous expliquer quels sont les premiers enseignements que nous tirons de toutes ces enquêtes. Voilà en introduction. Donc, normalement,
C'est Karine ou... C'est moi, je commence. Voilà, c'est Madame Fèvre qui va commencer son intervention. Voilà. Il faut se mettre à côté. Venez là, alors. Oui. Comme ça, si vous pouvez mieux parler, je me mets là, je bouge. C'est décidément pas très discret. Alors pendant que ça se prépare, c'est peut-être l'occasion de remercier à nouveau l'importante contribution du ministère de l'Environnement dans cette reconnaissance, parce qu'on a toujours eu le soutien, comment dire, du ministère et du bureau, soutien qui va être important dans le futur aussi, parce que va se poser la question de l'habilitation, de l'inscription sur nos listes des paysagistes concepteurs. Donc on a encore pas mal de boulot à faire ensemble. Voilà. Donc, Madame Fèvre. On y est. Désolée pour notre retard. Bonjour à tous. Une présentation à deux voix pour vous parler des actualités de la politique du paysage, bien sûr, mais pas tout. Étant donné le temps imparti, on va focaliser sur des points d'actualité. Et puis, des points, comme ça a été dit, je crois, plus spécifiquement ensuite sur le titre de paysagiste concepteur et sur l'enquête et éventuellement après sur d'autres questions si vous en avez. L'actualité du bureau, ça a été en 2016 la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, avec une loi qui a été votée en août 2016 et qui comportait, donc sous l'égide de Madame Royal, un titre 7 dédié au paysage qui comprend 2 chapitres, un chapitre pour les sites et un chapitre vraiment dédié au paysage avec 4 articles qui permettent d'écrire dans la loi française d'abord la définition du paysage, prenant appui sur la définition qu'on trouve dans la Convention européenne du paysage. Voilà, modulo un mot qui est un petit peu qui est rajouté puisqu'on parle donc du paysage, partie de territoire tel que perçu par les populations et leur interrelation dynamique. J'en oublie peut-être un petit bout, mais en gros, c'est l'idée. Au-delà de la définition du paysage, la loi, elle permet aussi d'inscrire ce qu'est l'atlas de paysage et ce que sont les objectifs de qualité paysagère, notamment dans le cadre du coup du Code de l'environnement, puisqu'on trouvait la définition des objectifs de qualité paysagère, mais dans le Code de l'urbanisme, et il était défini notamment pour les SCOT, et là, on introduit aussi le fait qu'on doit les retrouver dans les chartes de PNR, de parc naturel régional. Il y a dans cette loi un article dédié à la création du titre de paysagiste concepteur, on y reviendra. Un article aussi dédié à la reconnaissance de la mission paysage qui est dévolue au CAUE. C'est le cas, c'est juste une reconnaissance par la loi de la pratique, simplement. Et puis un article dédié à la protection des allées et alignements d'arbres qui a fait l'objet d'un amendement parlementaire et qui est encore aujourd'hui, qui nous pose des petites questions juridiques. Donc on a des remontées de ci, de là, de l'application un peu compliquée de cet article. On n'en est pas encore tout à fait sorti. Voilà, donc finalement, 3 articles codifiés dans le Code de l'environnement suite à cette loi. Alors ensuite, l'actualité aujourd'hui, je ne peux pas résister. Je ne sais pas si M. Miguet est dans la salle. Peut-être pas. Non. Voilà, un numéro de paysage actualité très récent, novembre-décembre, avec comme une Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, et qui fait la part belle à nos questions de paysage. Donc c'est important. Je vous invite à... Il y a plein de choses... dans le numéro, et notamment des éléments importants en termes de reconnaissance par rapport au fait que les professionnels du paysage ont un rôle crucial à jouer dans la transition énergétique et écologique en général et énergétique en particulier, et qui nécessitent de repenser l'organisation de nos espaces et de nos territoires. Ils ont les compétences pour concevoir les espaces publics multifonctionnels dont nous avons besoin et qui font sens d'un point de vue économique, social et environnemental. Leur maîtrise du végétal leur offre la possibilité de proposer des solutions permettant de lutter contre les effets du réchauffement climatique et qui présentent de nombreux bénéfices pour la santé de nos concitoyens. Donc c'est juste un extrait que j'ai voulu vous donner à lire. C'est
bien entendu beaucoup plus développé dans l'article. Et au-delà de ça, c'est l'importance de la mobilisation des compétences des professionnels du paysage, aussi pour la trame verte et bleue, pour la biodiversité, pour donc tous ces projets d'aménagement et des espaces publics sur lesquels aujourd'hui, avec en plus la lumière du réchauffement climatique et de la transition énergétique, donc vraiment des marchés à prendre, quoi. Alors ensuite, l'autre actualité politique au-delà de cette déclaration de Brune Poirson, c'est pour nous, d'un point de vue, par rapport aux orientations qui sont données par le cabinet. Alors, du coup, par les deux cabinets, puisque vous savez qu'il y a à la fois le cabinet du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc Nicolas Hulot, Brune Poirson, que je viens d'évoquer. Et puis, de l'autre côté, on a le ministère de la Cohésion des Territoires. Et on essaye aussi, de ce côté-là, donc du côté de Jacques Mézard et de son cabinet, de faire passer un certain nombre d'idées. Donc aujourd'hui, c'est d'intégrer la démarche paysagère dans les contrats de transition écologique qui ont été annoncés par Sébastien Lecornu, donc du côté du ministère du MTES, donc de la transition écologique et solidaire, où là, les contrats ont vocation, alors ils sont pas encore officiellement lancés, il y a eu quelques communiqués de presse, mais on fait valoir que dans la transition écologique, la démarche paysagère a toute sa place à prendre. Donc on attend encore quelques arbitrages sur le sujet. C'est pour ça que je ne serai pas trop longue, mais ce sera à suivre, je l'espère, dans les prochains mois. Et puis, de la même façon, mais là, pour le coup, on a un arbitrage favorable. C'est dans le cadre du plan d'action pour les villes moyennes, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est cette fois donc du côté de Jacques Mézard, de la cohésion des territoires, où c'est l'idée de redynamiser les villes moyennes. C'est la question des centres-bourgs derrière, la question de la périphérie des villes moyennes, et où on fait valoir aussi que la démarche paysagère permet d'appréhender, d'avoir une vision globale et doit être absolument mobilisée au travers de ce plan d'action. Voilà pour les actualités directement du bureau. Vous avez peut-être aussi vu passer ce communiqué de presse de Nicolas Hulot. Je crois que c'est un projet qui lui tient à cœur, donc il s'appelle « Mon projet pour la planète », dans le cadre du plan d'action pour le climat. Alors ça vient d'être lancé, c'est l'idée de pouvoir récompenser des initiatives citoyennes dans un certain nombre de domaines et de pouvoir valoriser donc des projets citoyens qui vont s'impliquer de façon effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre des ambitions du plan climat, d'associer les citoyens à des choix d'actions mise en œuvre pour soutenir les innovations dans le secteur de l'énergie, de l'économie circulaire ou de la biodiversité, et au travers de ça, de favoriser l'essaimage de certains projets sur le territoire national. Donc il y a tout un dossier de presse qui est en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique, donc je vous invite évidemment à aller voir. On peut déposer, tout un chacun peut déposer son projet pour la planète depuis le 16 novembre jusqu'au 28 février. Ensuite, début avril, donc une journée de délibération avec 3 jurys citoyens pour sélectionner les projets qui seront soumis au vote de tous. Et au printemps, un vote ouvert à tous sur la plateforme en ligne. Et en mai, l'annonce et le démarrage des projets lauréats. Voilà, alors on n'est pas directement sur nos sujets de paysage, mais il n'y a aucune raison non plus que des projets citoyens en matière de paysage, puisqu'on fait valoir la participation des habitants aux décisions, ne trouve pas aussi sa place au travers de cette initiative du ministre Hulot. Voilà pour les aspects ministériels vraiment. Sur ce qu'on fait au bureau, donc c'est là où je ne peux pas parler de tout, et donc j'ai fait un petit condensé pour vous parler surtout ce soir des plans de paysage qui sont les outils de projet en matière de paysage, aux côtés des outils de la connaissance que sont notamment les atlas de paysage et les observatoires photographiques du paysage.
Sur le plan de paysage, parce qu'on a eu une année 2017 assez active avec un appel à projet qui a donné lieu à la sélection de 27 nouveaux lauréats, donc 27 nouveaux territoires de différentes natures, syndicats mixtes, SCOT, etc., qui se sont engagés dans la démarche de plan de paysage. Il y avait d'ailleurs deux SCOT métropolitains et c'est la première fois qu'on voit arriver cette échelle-là dans les lauréats plan de paysage. Donc on s'en réjouit. Donc au total, 78 territoires sont plan de paysage officiellement labellisés et membres du coup du club plan de paysage. Autour de ce club, il y a tout un appui méthodologique auprès des territoires. Il y a un suivi assuré par les DREAL et par le CEREMA et par le bureau, bien entendu. Il y a l'appui à des échanges entre territoires et puis avec des territoires qui ne sont pas forcément labellisés plan paysage, mais qui font valoir des démarches paysagères. Donc l'appui au développement de clubs régionaux avec des partenaires régionaux du paysage. Et un projet de gestion de la connaissance des plans de paysage avec une base de données et des outils cartographiques pour donner finalement toute la transparence sur la connaissance qu'on peut avoir sur les territoires, notamment sur les projets, donc mieux diffuser les projets, mieux les faire connaître, et on fera le lien avec la connaissance, c'est-à-dire ce qu'on a à disposition en termes d'atlas et d'observatoires photographiques. Voilà, il y a l'idée qu'avec 78 territoires, on n'est pas encore un gros club, mais qu'il faudrait mieux faire connaître ces démarches. Elles sont souvent, de la part des élus, un peu méconnues et pas assez mobilisées. Et donc, on va rentrer dans une logique d'annualisation de l'appel à projet. Et du coup de faciliter aussi le dépôt des projets au fil de l'eau, parce que là, ce qu'on s'aperçoit, puisqu'on avait des appels à projets bisannuels, des fois un territoire se présente, il n'est pas tout à fait mûr pour l'appel à projet, et par contre 2 ans plus tard, le soufflet a pu retomber. Donc là, avec on espère insuffler un peu plus de fluidité avec un appel à projet annuel. Voilà, ça reste à faire et donc à être lancé pour 2018. Et puis on met nos efforts actuellement sur la communication. On était présent au Salon des maires et on organise à Dunkerque une journée sur les plans de paysage, de façon générale sur la démarche paysagère auprès des élus. Parce qu'il nous semble qu'on a tout l'arsenal d'outils qui va bien, mais que finalement, c'est la communication, c'est la valorisation de ce qui se fait en matière de paysage auprès des élus qui reste vraiment un point d'attention. Donc ça, c'est le 13 décembre prochain. Voilà, et puis après, diverses actions, plutôt sur le sujet du soutien à la compétence de paysagistes, au travers, on va le voir là, du dispositif d'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur, du lancement de la session 2018 du Grand Prix national du paysage, qui est en train de se faire une beauté et qui revient en décembre 2017. Vous vous souvenez peut-être que le dernier Grand Prix du paysage était Bertrand Folléa et qu'il a reçu son prix en mai 2016. Des questions d'un meilleur accès des paysagistes à la fonction publique territoriale, pour lesquelles on travaille avec la FFP et puis avec les associations d'élus. Voilà. Le soutien et l'animation du réseau des écoles de paysage, puisque le ministère en charge de l'environnement n'est pas ministère de tutelle d'aucune école de paysage que ce soit, mais à la charge, en tout cas, revendique une animation interécole. Et je crois que tout le monde en est satisfait, en tout cas on l'espère. Et donc il y a prochainement les prochaines rencontres à Bordeaux en décembre. Voilà. Et puis un projet de guide sur la commande publique en paysage avec la mission interministérielle pour la qualité de la construction publique, qui va réunir un certain nombre d'acteurs pour l'élaboration de ce guide, qui a vocation, donc vraiment auprès des élus,
d'expliquer ce qu'est la commande publique en paysage, d'expliquer les points de vigilance, les compétences à mobiliser, la plus-value du passage par le paysage. Voilà. Je vais laisser la parole à Karine, du coup, pour le titre de paysagiste concepteur. Bonsoir. Alors, le titre de paysagiste concepteur, il est issu d'un article de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dont ma collègue vous a parlé tout à l'heure. Et il vient, ce titre professionnel, il vient réglementer la profession. Alors, c'est une réglementation qui est légère, hein, puisque il s'agit, un petit peu peut-être. Pardon. Voilà, il s'agit d'une réglementation d'un titre professionnel sans réserve d'activité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole d'activité qui est en jeu là, mais par contre, la possibilité pour certains professionnels qui ont des qualifications particulières, eh bien, de revendiquer le fait d'utiliser le titre de paysagiste concepteur. Alors, c'est encadré. Oui. Juste expliquer la réserve d'activité, si les gens ne voient pas ce que ça veut dire. C'est, par exemple, pour un architecte, c'est le fait de pouvoir signer un permis de construire. Seuls les architectes ont le droit de signer des... Par exemple, c'est une réserve d'activité. Ou pour les avocats, c'est seuls les avocats ont le droit de faire du droit. Nous, on n'a pas du tout ce type de réglementation associée à notre titre. Voilà. C'est le titre, le port du titre qui est réglementé, ce n'est pas l'activité de conception paysagère. Alors, c'est encadré par un décret et 2 arrêtés. Alors, il y a, je vais être rapide, hein, mais il y a 3 profils qui sont concernés. Il y a des personnes qui sont titulaires de diplômes des écoles nationales supérieures de paysage. Et puis, il y a les autres personnes qui sont titulaires d'autres diplômes et qui, puisqu'ils ils ne sont pas paysagistes par diplôme, eh bien, doivent constituer un dossier argumenté pour démontrer qu'ils ont bien développé à travers leur parcours professionnel les capacités qu'on peut attendre d'un paysagiste concepteur. Voilà. Et donc, il y a, dans ces cas-là, ce dossier sera examiné par une commission. Alors, les différentes capacités, eh bien, vous les voyez là sur la diapo. Hein, a été repris de tout le travail qui a été fait à l'occasion de la réforme du diplôme de paysagiste, donc, qui s'appelle maintenant le diplôme d'état de paysagiste, qui est tout un socle de compétences qui a été élaboré à ce moment-là. Donc, évidemment, on s'est appuyé sur ce travail qui était tout récent pour encadrer finalement ce dispositif d'autorisation et puis bien montrer ce qu'on peut attendre d'un paysagiste aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les demandes d'autorisation du port du titre doivent être adressées individuellement. Ça ne peut pas être des demandes collectives. Par exemple, c'est pas une agence qui peut faire une demande pour tout le personnel de l'agence. C'est vraiment chaque personne qui se sent concernée qui doit faire la demande. Et puis, alors je parlais d'une commission tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par cette réglementation-là. Donc il y aura, le ministère convoquera la fameuse commission autant que de besoin pour pouvoir assurer un rythme permettant d'attribuer, en tout cas d'examiner les dossiers de manière rapide et efficace. Voilà. Et puis, il y aura une liste nationale avec les noms des personnes à qui l'autorisation aura été délivrée. J'ai vu qu'on vous avait distribué tout à l'heure la petite plaquette ici, qui est le mode d'emploi, en fait, pour pouvoir faire une demande d'autorisation. Donc, en fonction de vos différents profils, vous verrez les différentes démarches que vous devrez effectuer. Il y a une rubrique sur le site internet du ministère de la Transition écologique et solidaire qui est dédiée à cette question du titre. Et puis aussi une adresse de messagerie, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions, éventuellement demander à ce qu'on vous rappelle si vous avez besoin d'un échange téléphonique aussi pour bien comprendre quelles sont les attentes. Voilà. Mais l'idée n'est vraiment pas de freiner en quoi que ce soit la possibilité d'avoir
d'avoir ce titre, mais on a des textes qu'il faut bien évidemment respecter. Et puis, bon, voilà, il s'agira par contre de mettre en place un rythme qui permettra de faire passer ou d'examiner un nombre de dossiers importants. Pour les personnes qui ont les diplômes des écoles nationales supérieures de paysage, c'est le profil le plus simple. Il faut envoyer un mail avec photocopie du diplôme et puis photocopie de la pièce d'identité. Donc ça c'est assez simple. Oui. Je voudrais intervenir sur ce point. Oui. Je suis un des fondateurs de l'école de Blois, entre autres activités pédagogiques. Je suis aussi directeur de l'école d'architecture de Paris-la-Vilaine. Il se trouve que si on suit le texte, je trouve ça formidable, la création du diplôme, la création du titre de paysagiste compléteur. Mais j'attire l'attention sur le fait que les 4 premières promotions de l'école de Blois, c'est-à-dire des étudiants tout à fait remarquables, et qui, depuis, sont des paysagistes tout à fait reconnus, eh bien, ça ne marche pas, parce qu'on était en négociation avec l'enseignement supérieur à ce moment-là, et du coup, eh bien, ils n'ont pas de diplôme d'ingénieur comme les promotions suivantes. Je pense qu'il serait vraiment très injuste de faire une discrimination là-dedans, et je pense que vraisemblablement il serait utile d'ajouter un amendement au texte, qui par ailleurs me paraît tout à fait bien, c'est pas le problème, mais ce serait important. D'ailleurs, je vous signale que tous les professeurs ont écrit, on a fait une lettre qui a été adressée aujourd'hui aux différents ministères concernés, et que pour ma part, je la ferai remonter, s'il le faut, plus haut. Alors, la question de ces 4 années, effectivement, la question s'est posée d'ailleurs assez tard. Dans tout le processus auquel, je le souligne, tout le monde a été associé, FFP, École de paysage, depuis le début, Paysagiste Conseil de l'État, depuis le tout début. C'est absolument pas des textes qui ont été rédigés en chambre, mais qui ont été rédigés vraiment de manière collective et concertée. Il y a un décret qui dit que les personnes qui ont des diplômes des écoles nationales supérieures de paysage, donc ces diplômes-là, ça doit être des diplômes au niveau Bac+5, et ça doit être des diplômes pour lesquels un dispositif d'évaluation nationale est prévu. Alors, du coup, c'est tout. Vous voulez que je réponde à votre question? C'est exactement là que se situe le. C'est à la. Si vous voulez. C'est là que se situe le. Ne me dites pas, il y a un décret. C'est là que c'est. Si, il y a un décret. Il y a un amendement apporté à votre texte. Je viens de le relire. En fait, ça ne relève pas de la loi. Donc, ça relève effectivement du décret. Écoutez, je vous propose quand même d'écouter l'explication jusqu'au bout et les solutions qu'on apporte aujourd'hui. Avant d'aller voir M. Macron, peut-être on peut régler le sujet. Entre nous. Voilà. Faites-le rentrer. D'accord. D'accord. Mais s'il y a une solution, c'est parce que j'ai relu là le truc et j'ai vu qu'il y a même déjà une plaquette qui est parfaitement imprimée, parfaitement faite, et dans laquelle les 4 promotions sont. Oui, alors c'est l'explication. On peut passer vite sur l'explication, mais on a aussi les solutions. Donc je propose vraiment que Karine puisse aller au bout de son propos. Allez-y. Je pense que ça répond. Voilà, donc ces 4 années, effectivement. Je rappelle que l'école de Blois est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et que il n'y avait pas de dispositif d'évaluation prévu à cette époque-là. Donc effectivement, ces diplômes-là, les personnes devront faire un dossier et puis passer devant une commission. Donc quand vous dites ça marche pas, c'est pas vrai. Ça va marcher pour ces personnes-là. Et il n'est pas question de passer devant une commission, il est question de faire un dossier. C'est pas du tout un grand oral. Et je les inviterai à ne pas faire de dossier. Excusez-moi.
Écoutez, monsieur, c'est votre responsabilité, mais elle est lourde, hein, celle que vous prenez là. Hein. Vous engagez la responsabilité de beaucoup de gens. Ouais. Mais tout le monde est au niveau, c'est pas le sujet. Niveau. C'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est qu'on ne demande pas de changer du tout les choses parce que je pense que On va pas se... est excellent. Excellent. Le meilleur qui pouvait être fait. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire de mettre un petit paragraphe supplémentaire. Bon, enfin, en tout cas, telles sont les choses aujourd'hui, elles sont comme ça, et pour les dossiers effectivement qu'il faut constituer, ce qui est demandé pour que les membres de la commission puissent apprécier en toute connaissance de cause les compétences de ces professionnels, c'est de pouvoir indiquer une liste indicative de toutes les références ou projets conduit pendant une carrière, et puis de choisir 4 ou 5 projets emblématiques de la carrière, et à partir de ces projets démontrer en quoi effectivement la personne a pu développer les 7 compétences, les 7 critères au regard desquels les dossiers seront examinés. Voilà, ce n'est pas une VAE, ce n'est pas une validation des acquis de l'expérience. C'est quelque chose qui il faut que ce soit bien argumenté, il faut que les dossiers répondent bien aux critères qui existent dans les textes, mais on ne demande pas de dossiers extrêmement lourds et extrêmement longs. Il faut que ce soit efficace. Voilà, donc ça c'était la question du titre de paysagiste concepteur. Tout à l'heure, Jean-Marc Bouillon parlait du paysage dans le secteur public et parapublic. C'est vrai qu'on avait, alors on connaissait mal et on connaît mal la place du paysage et puis les missions qui sont exercées dans les structures publiques et parapubliques. Et on a lancé en 2015 une petite enquête en ligne. Tu peux peut-être passer, qui s'appelle Agir pour les paysages. Donc, quel professionnel, quelle mission. Donc une enquête qui a associé pour laquelle on a associé un certain nombre de partenaires issus de ce secteur public et parapublic pour bien comprendre quelles sont les missions qui sont exercées dans ces structures-là, et puis bien connaître aussi le profil des personnes qui les conduisent. Alors, il n'y a pas que les paysagistes qui étaient visés, parce qu'il n'y a pas que des paysagistes qui font du paysage en public et le parapublic. Donc, cette enquête-là s'adressait de manière très, très large. Alors, ce n'est pas un recensement non plus, parce qu'on n'a pas pu atteindre toutes les personnes qui font du paysage, ne serait-ce qu'à 10% de leur temps, 15% de leur temps. Mais par contre, on a quand même reçu à peu près 450 réponses à ce questionnaire qui offre aujourd'hui une image quand même de ce qui peut se faire dans ce secteur public et parapublic. Alors, les résultats seront diffusés premier trimestre 2018, mais bon, voilà, on a quelques petites diapos, donc ça montre un peu la grande diversité des structures dans lesquelles il y a des missions en lien avec le paysage. Alors, quand on dit paysage aussi, on était vraiment sur les missions en lien avec du pilotage, de la planification, de la sensibilisation, de l'urbanisme. On n'était pas sur le paysage au sens espace vert, entretien espace vert. Et voilà toutes les structures dans lesquelles les enquêtés nous ont répondu. Autre chose, par exemple, les missions qui sont exercées. On voit qu'il y a beaucoup de planification urbaine, aussi de travail sur la connaissance des paysages. Sur les sites aussi, parce qu'il y a pas mal, il y a des collègues de nos ministères qui travaillent dans le paysage et qui ont répondu à l'enquête. Et puis l'aménagement d'espaces publics, etc. Il y a finalement assez peu de maîtrise d'œuvre, en tout cas, parmi les réponses. Et puis, il y aura des choses comme ce que vous voyez là, c'est-à-dire aussi des questions plus ouvertes qui étaient posées aux enquêtés pour savoir
quelle était leur perception de l'évolution, de la prise en compte du paysage dans leur structure, l'évolution de leur mission. Donc par exemple, là on voit que qu'est-ce qu'ils observent, une montée en puissance de tout ce qui est médiation, concertation, montée en puissance des sujets biodiversité, changement climatique, montée en puissance de la transversalité, ou besoin de transversalité croissant, et puis des outillages réglementaires qui sont aussi plus étoffés. Hein, voilà. Donc avec des petites paroles d'acteurs qui viennent accompagner aussi les schémas de synthèse. Voilà, donc ce sera évidemment beaucoup plus fourni que ça à l'arrivée. La Fédération française du paysage, ainsi que Valor d'ailleurs, faisait partie du groupe de travail et du COPIL, nous ont accompagné tout du long de la conception du questionnaire, ensuite jusqu'à aussi la valorisation des résultats. Alors cette enquête-là, elle soulève des questions toujours les mêmes, évidemment sur la sensibilisation. Ces personnes-là, elles ont parfois du mal à sensibiliser leurs collègues au sein de leur structure. Il y a une question de formation. Vraiment là, il y a un appel qui est fait pour dire nous avons besoin de formation continue, mais aussi dans le cadre de la formation initiale. Il faudrait peut-être nous former davantage, ou nous sensibiliser davantage finalement à tout ce contexte de la maîtrise d'ouvrage. Et puis ça pose la question aussi de l'accès des paysagistes donc à la fonction publique territoriale et au concours d'ingénieur territorial, ce que Juliette Fèvre évoquait tout à l'heure, qui est aussi un enjeu important et sur lequel le ministère apporte un soutien, en tout cas aux acteurs qui sont vraiment là sur le devant de la scène, qui sont effectivement les associations d'élus, c'est-à-dire les employeurs qui essayent de revendiquer le droit pour les paysagistes de passer ce concours d'ingénieur territorial, même s'ils ne sont pas ingénieurs, ils n'ont pas un diplôme d'ingénieur. Et puis la question de la mise en réseau aussi des acteurs du paysage dans le public et le parapublic, puisque là aussi il y a un besoin de travailler ensemble, d'échanger et de discuter des pratiques. Tout à l'heure aussi, Juliette Fèvre l'a évoqué, on soutient le réseau des écoles de paysage à travers des rendez-vous annuels ou des actions communes. Rendez-vous annuels qui sont par exemple un workshop étudiant, où vous trouvez des étudiants mêlés de Blois, de Versailles, de Bordeaux, de Lille, de l'Essage, voilà, tous ensemble pendant une semaine, ils travaillent sur un territoire, un site et puis ils font une restitution. Donc ils mêlent leur culture aussi d'école. Il y a les rencontres annuelles des écoles de paysage qui permettent chaque année de mettre autour de la table tous les directeurs d'école, les équipes enseignantes, les étudiants, la Fédération française du paysage, pour discuter des questions pédagogiques, des questions liées évidemment au métier et à l'évolution du métier et donc de la formation. Et puis sur la recherche en paysage, on a aussi suscité, il y a 2 ans, un nouveau groupe de travail interlaboratoire de recherche en paysage, interécole. Les doctorales en paysage qui se tiennent aussi tous les 2 ans. La prochaine, ce sera d'ailleurs à Versailles en avril, je crois 2018, c'est la prochaine doctorale. Et puis une revue projet de paysage que vous connaissez peut-être, qui est une revue en ligne qui offre à voir des articles de recherche en paysage, et le ministère aussi là appuie le passage. Alors c'est un peu technique, mais sur un portail qui va être beaucoup plus connu et référencé, qui s'appelle revue.org, et qui permettra à cette revue justement d'être beaucoup mieux connue et identifiée. Nous soutenons aussi des workshops étudiants interdisciplinaires, ça nous paraît important. Juliette Fèvre le disait tout à l'heure, on est vraiment à la croisée des questions d'urbanisme, d'architecture, de qualité architecturale et paysagère, de biodiversité. Donc c'est important aussi que les étudiants puissent, pendant leurs études, faire l'expérience de la confrontation de leur spécialité. Donc là, au mois de septembre, l'école de Blois a organisé un workshop avec des écologues. Et puis l'école d'Angers, en janvier, organisera aussi un atelier, un workshop avec des urbanistes
du Marne-la-Vallée sur le territoire de Grande-Synthe. Voilà. Et puis aussi, bon, on soutient des activités pédagogiques. Et dernière chose aussi, sachez que les écoles de paysage de Angers et de Bordeaux ont travaillé en commun sur un programme de recherche. Ils se sont posé la question de savoir si la participation, maintenant, les besoins, les demandes de participation, de médiation, de concertation qui sont faites dans les commandes, eh bien, si ça transforme en profondeur ou non le métier de paysagiste. Voilà. Donc, d'ailleurs, ils feront une petite restitution. Revenez demain. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est intéressant de savoir que ces travaux-là sont menés. Apparemment, les écoles n'ont pas toutes le même avis, d'ailleurs, n'ont pas les mêmes conclusions. Donc, c'est un sujet aussi en débat et c'est intéressant de pouvoir, en tout cas, que la FFP puisse aussi, à un moment donné, quand tout ça sera bien bouclé, de se faire le relais, peut-être, de ce travail-là, qui est vraiment, qui est au cœur des préoccupations, je pense, des paysagistes concepteurs aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous êtes... Bravo. Alors, pendant que Ariane s'installe, j'ai fait un petit mot de transition en rappelant que finalement, dans toute cette espèce d'aventure législative qui a conduit à la loi de biodiversité, à reconnaissance du titre, il y a eu une première victoire, c'est de voir apparaître le mot paysage dans la loi. Parce qu'au début, la loi, c'était la loi pour la reconquête de la biodiversité. Il n'y avait pas le mot paysage. Donc l'un de nos combats, ça a été, et c'était d'ailleurs, Ségolène Royal le portait volontiers, c'était de faire apparaître le mot paysage dans la loi biodiversité. Ce que j'ai envie de dire, c'est si on se demande si on est soutenu par le Bureau des paysages, il suffit de voir la façon passionnée dont on nous explique toutes les actions pour sentir qu'il y a vraiment des choses qui se passent. J'ai relevé la transition écologique compte sur le paysage pour réussir, des contrats pour des villes, l'application pour les villes moyennes, les clubs de paysage, le guide de l'AMI qui est quand même un vieux combat qu'on essaye de mener au sein de la FFP, des paysagistes conseils de l'État, c'est d'avoir un guide. Je vous rappelle qu'au début c'était sur l'infrastructure ou sur les bâtiments et nous on voulait quelque chose sur le paysage, c'est en train d'arriver. Quand on lit un peu en diagonale l'article dans Paysage Actualité, Brune Poisson, on a l'impression qu'il y a une compréhension clairvoyante du paysage. Moi, j'ai envie de conclure en disant s'il y a une vraie montée en puissance, c'est celle du paysage. Donc, on a plutôt, j'y vois là, moi, des signes qui sont quand même extrêmement positifs pour le futur de notre profession. Un petit mot aussi pour les remerciements. Donc, on a beaucoup remercié le ministère de l'écologie pour nous avoir aidés à cette reconnaissance. Il ne faut pas oublier de remercier Valor c'est l'interprofession qui a compris toute l'utilité de renforcer tous les maillons de sa chaîne, dont l'un des plus fragiles qui était le nôtre, et que cette reconnaissance de la profession du titre renforçait l'ensemble de la chaîne. Il nous a beaucoup aidés en intelligence, en moyens et aussi financièrement, parce que tout ça a nécessité pas mal de recours d'avocats, etc., pour être capable de proposer des amendements. Voilà. Puis je voulais enfin dire que pour cette reconnaissance, la volonté vraiment partagée par tous était de n'oublier personne. On a essayé de faire en sorte que toutes les écoles puissent être embarquées, alors au premier tour, au deuxième tour, mais il y a toujours des solutions pour chacune d'entre elles. Et voilà, parce qu'on voit que toutes les écoles ont d'ardents défenseurs, fort légitimes, et on a essayé de composer quelque chose le plus intelligent et le plus pragmatique possible pour arriver à faire reconnaître notre profession qui le méritait amplement. Voilà. Bon, non, le problème, la question, c'est qu'à 18h30, on doit libérer cette salle ici. Donc, moi, je prends la parole juste 3 minutes, juste pour... et après, il y aura un peu de débat. Voilà. On délivre, et après, on discute. Voilà. Donc, comme il a été dit, en fait, la reconnaissance du titre a marqué la fin d'une période, en particulier pour nous, à la Fédération française du paysage. Et il a fallu qu'on s'interroge sur la position de la profession et aller en profondeur, faire un point en particulier sur les actions qu'on pouvait faire et sur l'avenir de la profession. Alors pour ça, on avait mis en place une plateforme ouverte au débat pour tous nos adhérents. Il s'est trouvé que finalement la plateforme a mis un certain temps avant de pouvoir être efficace. Et donc, du coup,
on a créé des ateliers régionaux, locaux sur ces questions liées à la profession. Et donc on en a sorti un certain nombre d'idées dont je vais rapidement les lister, après je repasserai la parole. 318 réponses, hein, voilà. c'est ça? Juste on avait fait, en même temps, juste au préalable, on avait fait une étude, enfin Valor avait fait une étude sur la profession par un organisme professionnel, et donc il a fait ressortir 3400 paysagistes diplômés depuis 1976. En 2016, il y en avait 2820 en exercice ou demandeurs d'emploi. Voilà. Là-dessus, il y a 1150 agences privées de paysagistes et le reste en salariés. Donc, juste pour la liste les résultats qui ont été produits de ces questionnaires, donc 328 réponses. 28. Donc sur la reconnaissance du titre, évidemment, tout le monde, c'est très enthousiasmant, mais il est encore trop tôt pour avoir vraiment une évaluation des bénéfices. À 91%, il y a quand même un souhait massif des paysagistes concepteurs pour être mandataires des projets liés au paysage. L'état de la commande aussi pose problème, avec peu d'argent public et pour de petites missions, et aujourd'hui encore les honoraires restent très bas. L'avenir, quid de la commande publique? Peut-être une orientation vers le secteur privé, avec les collectivités qui s'appuient de plus en plus sur les SEM et les promoteurs privés qui s'approprient l'espace public. L'export, un débouché certain, mais encore peu développé, avec quand même quelques agences importantes comme l'agence Terre, Cygne, Desvignes, Pénat, mais même des plus petites, avec des plus jeunes paysagistes qui sont très motivés. Je pense à Babylone, Troisième Paysage et d'autres. Et donc c'est une action importante de la fédération. On a noté aussi l'émergence d'une forme nouvelle de commande qui est autour de la médiation, l'animation, l'organisation, l'action, la pédagogie. Par exemple, l'action Coloco pour les places à Paris. Tout ceci a entraîné de nouvelles formes d'organisation professionnelle avec des équipes pluridisciplinaires et qui se forment en collectif. Alors, ces collectifs-là, ils se forment pour deux raisons. D'abord, une raison économique, parce qu'il n'y a pas d'embauche dans les agences et que pour créer son agence, comme ça pouvait se faire auparavant, il n'y a pas non plus de commande publique et l'accès est de plus en plus difficile. Mais il y a aussi un changement de mentalité qui correspond d'ailleurs à un changement de société qui fait que les jeunes diplômés n'ont pas envie d'entrer dans ce système. Ils aspirent à d'autres choses. Tout cela fait que quand même le système reste précaire économiquement. Hein. Donc, quelles sont les perspectives aujourd'hui? Ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même des études au niveau du territoire et que d'un autre côté, le jardin, enfin l'exercice de la profession se cantonne au jardin, finalement, à un jardinage, et on se demande, ou à l'agriculture urbaine, et on peut se poser la question de la conception dans tous ces dispositifs. Voilà. Donc il y aurait une enquête à faire sur qu'est-ce que la nature en ville et les réponses qu'on peut donner, puisque l'espace public devient un jardin avec moins de minéral, etc. Et enfin, on note un besoin de formation à la fois exprimé par les concepteurs eux-mêmes, mais aussi pour les collectivités, pour faire valoir la compétence de paysage qui n'est pas du tout encore très connue et valorisée. Voilà, je crois que je vais laisser. Voilà. Donc, juste pour dire que pour la suite, on va établir, à partir de tout cet état des lieux qui a été fait, on va mettre en œuvre un vrai observatoire de la profession, avec l'aide, en particulier le soutien du ministère de l'écologie. De Valor. Un observatoire assez complet où on pourra connaître les chiffres de la profession. C'est important de savoir qui nous sommes, combien nous sommes, nos activités, quel volume d'activité globale, qu'est-ce que ça veut dire par agence. Enfin, on a besoin d'avoir ces chiffres-là pour mieux comprendre et sentir les évolutions.
Voilà, et puis le résultat de tout ça sera mis en ligne sur un peu réexprimé de façon organisée, mis en ligne sur le site de la FFP, de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc, vraiment, pour clore un peu sur ce chapitre, c'est le point de départ d'un observatoire qui est amené à durer longtemps, de façon à ce qu'on améliore un petit peu notre connaissance de notre profession, qu'on puisse un peu mieux anticiper ce qui risque de nous arriver. Je voulais juste revenir sur 2 ou 3 petits éléments sur la réserve d'activité dont on a parlé. Donc, tout l'effort que nous avons fait et la raison pour laquelle nous sommes arrivés à la reconnaissance du titre, c'est que nous n'avons pas cherché à faire du corporatisme, bien au contraire. L'objet de la démarche était plutôt orienté vers nos maîtres d'ouvrage et vers nos clients. C'est-à-dire que si un maître d'ouvrage ou quiconque pense qu'une question est une question de paysage et qu'il faut avoir un professionnel pour y répondre, il fallait que nos maîtres d'ouvrage puissent identifier de façon claire quel était le professionnel. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait envie de poser la question en marché public, en marché privé, de la réserver à un paysagiste concepteur portant le titre, il pourra le faire. Mais il n'a pas l'obligation de le faire. D'accord ? Ça, c'est le... Voilà. Alors, l'observatoire... Oui, alors l'observatoire montre que les choses évoluent, fluctuent, et ça montre quand même, pas mal d'inquiétudes, et le fait que c'est une profession qui est sortie quand même assez largement meurtrie des années 2013, 2014 et 2015. Même 2016, mais par contre on sent qu'il y a un regain d'activité dans les agences. Michel, tu peux peut-être tu le confirmeras ou pas. Alors moi je voulais dire plusieurs choses. Je voulais dire d'abord sur l'international, et ça donnera le pied à Michel, c'est que le paysage tel qu'on le pratique en France est un aliment de la culture française. Et il se trouve que toutes les professions qui sont issues de la culture française ont des trajectoires internationales. Donc il n'est pas normal qu'on retrouve ça dans l'industrie du luxe, de la cuisine, enfin tout ce qui touche à notre culture française a une capacité assez forte et naturelle à s'exporter. Le paysage en fait partie. Nous devrons pouvoir exporter ce talent et ce savoir-faire. Et nos éclaireurs que sont par exemple Terre, dont entre nous on les appelle planétaires maintenant, parce que entre Los Angeles, Shanghai, Barcelone, etc., on voit qu'ils interviennent un peu partout. Donc là, il y a vraiment une source de prospérité pour nous. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, il me semble qu'il y a une compréhension qui est en train d'évoluer de la contribution du rôle du paysage dans la fabrication des projets, et notamment dans la fabrication des projets urbains. Et je me demande si on ne peut pas voir là un changement de position. Finalement, le paysage était quelque part toujours complémentaire du projet. Et on est en train de se rendre compte que le paysage devrait peut-être être préalable au projet. C'est d'ailleurs le fondement du génie du lieu, quelque part. C'est comprendre le paysage pour pouvoir y immiscer. Et pour rebondir un peu sur des échanges auxquels j'ai participé en arrivant tout à l'heure, on se demandait si en mettant des chartes, etc., on n'allait pas avoir une réponse un peu stéréotypée, etc. Et on ne répondait pas du tout parce que la base de tout ça étant le génie du lieu, chaque contexte étant différent, il appellera à des réponses différentes. Et c'est bien justement là une des particularités du mode de penser, de faire de notre culture. C'est peut-être à l'inverse des anglo-saxons qui font un urbanisme programmatique et qui finalement, si le programme est juste, quelque part, il s'impose au site. Et on voit une ville un peu internationale, se développer, qui est un peu banalisante des territoires, des populations. À l'inverse, la ville française, elle est toujours très culturelle, très identitaire, etc. Et c'est plutôt un urbanisme de révélation, de médiation entre un programme et un site. Et je pense que c'est là le talent qu'il faut savoir faire perdurer. Alors, moi, il me semble, et je ne vais pas être plus long que ça, pour conclure, que le paysage complémentaire devient un paysage préalable au projet urbain.
On en a vu des signaux il n'y a pas si longtemps avec le Grand Prix d'urbanisme donné à Michel Desvignes, notamment suite au concours gagné sur le plateau de Saclay, où le paysage avait été pris en préalable au projet. Et on le voit aussi par le fait que finalement, on peut se poser la question si la ville qu'on a aujourd'hui et qui donne des signes de faiblesse assez fortes, elle surchauffe, elle déborde, elle est bruyante, elle est violente, elle devient irrespirable, et ben est-ce que ce ne serait pas le constat que c'est une ville qui s'est fabriquée sans la nature, sans le paysage et sans les fonctions écosystémiques que la nature propose? Et on peut se poser la question justement de savoir si demain, la réponse à cette ville malade, ce n'était pas justement de réintégrer plus de nature en ville et dans une appréciation également technique de la nature. Réouvrir les sols, planter, permet d'avaler l'eau de pluie, permet de rafraîchir l'atmosphère, de dépolluer. Et donc moi, je vois on avait compris que le paysage était source de beauté. On a compris dans les années 80 qu'il était social, avec les politiques des grands parcs, les plans verts, etc. On a enfoncé le clou sur un paysage écologique avec les trames vertes et bleues dans les années 2000-2010. Et on est en train de se rendre compte que le paysage, en plus de ça, pourrait offrir des solutions techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne passe pas de l'un à l'autre, mais on cumule cette compréhension. Et c'est peut-être pas par hasard qu'on voit la population souhaiter ardemment une ville plus verte demain qu'hier, et qu'on voit la reconnaissance du titre, le guide de l'AMIC apparaître, toutes ces actions qui sont en faveur du paysage et de cette fameuse montée en puissance auquel je faisais référence. Alors voilà, il faut dire aussi que Valor a aussi publié un guide de la commande publique à l'usage des élus avec l'AMF, qui vient de sortir. Je pense qu'on le fera passer, bien évidemment. Oui, alors on doit le recevoir, on va vérifier évidemment bien les complémentarités et on associe Valor à ce groupe de travail autour du comité de rédaction pour le guide sur la commande publique en paysage, pour être sûr d'avoir toutes les sensibilités autour de la table et un travail normalement complémentaire. Ouais, je voulais. Alors un peu une sorte de conclusion de grand témoin, et puis comme ça on discutera un peu jusqu'à que. Moi c'est ça, non, mais la conclusion, non, mais en effet tout ce que vous faites c'est très bien. Non, juste la conclusion, c'est qu'en effet il faut continuer à croire dans le paysage, ça c'est sûr. Plus que jamais, parce qu'en effet, on voit, c'est vraiment... en plus, c'est pas seulement du tout, et on voit avec ce colloque d'Alphand des enjeux techniques, évidemment, ni écologiques, c'est des enjeux culturels. C'est-à-dire qu'il faut entrer à plein pied dans le monde du culturel, et c'est le culturel qui nous permettra de faire prendre la mayonnaise. C'est-à-dire tous ces enjeux, tous ces éléments auxquels on doit répondre, mais on ne peut pas y répondre comme ça uniquement de manière techniciste et de manière... Donc c'est le projet, on en parlera demain sans doute, c'est la vision du projet, c'est sûr que c'est une vision de synthèse, et on peut faire de la synthèse parce qu'on a des outils culturels pour aborder cette synthèse-là. Donc plus on sera cultivé, plus on a des chances d'y arriver, ça c'est sûr. Ça, c'est une conclusion. Et donc, demain, je vous donne rendez-vous. Et c'est vrai qu'on procède, nous, on travaille sur la transformation du monde, modestement, mais c'est ce qu'on fait, quelquefois petit, mais quelquefois grand. Il ne faut pas être modeste, c'est sûr. Il faut être ambitieux. Il faut que les paysagistes soient extrêmement ambitieux. Parce qu'en effet, on est peu nombreux, on le voit, 3800, face à beaucoup d'autres adversités, une adversité très forte. Et donc, cette vision de la transformation du monde, pourquoi elle a de l'avenir? Pourquoi on y croit, nous? Parce qu'elle a une certaine douceur. Elle a un certain amour du monde. Et ce qu'on disait, c'est par rapport du génie du lieu. Pourquoi est-ce que nous, on est poussé à la création d'un cas particulier, à la création particulière sur chaque lieu et qu'on ne reproduit pas des modèles? C'est parce qu'on aime le terrain qu'on va aborder, qu'on va devoir transformer. Et cette relation amoureuse, quand même, c'est celle-là qui fait qu'on est vraiment paysagiste et que je crois qu'on ne peut pas être assimilé à un producteur d'objets ou à un architecte. Voilà. Qui est aussi à des relations amoureuses, je ne dis pas. Mais nous, c'est celle de la terre, c'est sûr, c'est celle de la terre. Alors après, nature, pas nature, etc. Mais en tous les cas, c'est ce rapport-là qui est important. Alors, en effet,
les paysagistes français, aujourd'hui, on nous appelle, moi je travaille en Russie, ou je suis allé faire des conférences à Chicago, ou je travaille à Pékin, bon, on se balade, on est très mauvais en bilan carbone, donc ça c'est pas bon, ça c'est sûr. Non mais c'est nul, c'est nul. Il faudrait qu'on prenne beaucoup plus de temps, on fasse autre chose pour voyager, mais en tous les cas on nous appelle, et en effet l'image de marque, elle existe, des Français, et du paysage, elle existe en Chine, vraiment, même aux États-Unis. Je suis allé à Chicago leur parler de Verlaine et de Rimbaud. À Chicago, j'ai fait que ça. Et ben, j'étais très fier de leur parler de Verlaine et de Rimbaud et de leur dire comment ils parlaient du paysage eux et comment en effet on avait une vision, justement, comment cette vision-là, elle était utile, même dans la transformation du monde, et comment elle était vraiment utile. Et ça je crois que ça c'est important, et ça on doit identifier ce combat. Et quand on voit comment les cuisiniers, ils ont réussi. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, la cuisine moderne se faisait rigoler tout le monde. Comment ils ont réussi à avoir une aura mondiale, planétaire des cuisiniers français. Et ça, c'est extraordinaire. Et en effet, on peut se dire qu'on peut y arriver, nous, et qu'on y arrivera sans doute. Mais il ne faut pas avoir peur, quoi. On va y travailler au sein de la FFP. Il y a d'ailleurs un petit groupe qui s'organise sur le travail international. Et on va notamment essayer de faire en sorte de pouvoir regrouper les gens qui ont envie de partir à l'international, parce que l'une des conditions, les missions sont assez importantes en général à l'international. Il faut des tissus un peu structurés pour pouvoir y répondre. Donc on va essayer d'organiser des rapprochements entre gens qui ont envie d'aller à l'international pour pouvoir y aller groupés et donc plus fort. Voilà. Moi, j'éteins la lumière parce qu'on ne peut pas les arrêter là, les deux. Non, on doit merci à vous cinq, et merci au public courageux qui est invité à prendre un verre dans le foyer. Il n'y a pas de question. Et puis à demain. Pas de question. Là, il faut qu'on... Il est trop tard. Après, alors au pot. Allez, on y va.